la sexualité. Très bien. Donc, nous organisons d'abord des campagnes ou des programmes en rapport avec les thèmes actuels. Voilà. L'année dernière, nous avons fait beaucoup de programmes. Nous étions par exemple du côté du complexe Léon-Bas, parce que c'est le lycée, c'est maintenant un complexe. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu as 3 établissements, sinon 4. Donc nous étions à l'intérieur, nous étions à Léon-Bas. Et l'année dernière, nous avons organisé un programme en rapport avec les grossesses précoces. Voilà. Et après Léon-Bas, on a touché d'autres lycées. Voilà. Et cette année encore, nous étions à Léon-Bas. Nous sommes venus également ici. D'accord? Qui était là? Qui était là? D'accord. Donc, toutes vous n'étiez pas là. Donc, nous étions ici la semaine surpassée. Voilà, nous étions ici. D'accord. Et là, nous sommes encore revenus pour parler du même thème. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, avec vous d'ailleurs, c'est la consommation des drogues. Voilà. Donc, je ne suis pas seul. D'abord, je suis le modérateur. Mais à côté de moi, vous avez des conférenciers. D'accord? Je vais les laisser le temps de se présenter. Bonjour à tous. Donc, je me prénomme Ben Oni. Je suis médecin généraliste. Bonjour à tous. Est-ce que Jean-Hilaire est là? On est là. Je me prénomme Léon Paul et je suis enseignant d'anglais. Et je suis un ancien produit du lycée Jean-Hilaire au Gabeya. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Gaëlle Tifel Mekemera. Je suis étudiante en droit en fin de cycle. Merci et je suis contente d'être ici ce matin avec vous. Vous êtes nos petits frères et sœurs. Et comme disait le modérateur, on aimerait s'entretenir avec vous sur les thèmes, les faits qui minent la jeunesse actuelle en fait. Et j'espère qu'il y aura vraiment un partage édifiant et que vous serez encouragés au cours de ces moments. Merci. Ok, merci. Alors, j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Mavroulou Moussavou Yvan Maël. Voilà, je suis en Master 2 du côté de l'Institut de gestion. Voilà, donc vous voyez, vous avez un docteur, d'accord, vous avez un enseignant, d'accord, et après, vous avez une étudiante en fin de cycle. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que le thème était la consommation de drogue. Non, c'est jeunesse en crise par la consommation des drogues. Alors vous savez, nous en philosophie, d'accord, ou en français, on commence toujours un sujet par définir les mots-clés. Oui, il faut d'abord définir les mots-clés, d'accord, afin de pouvoir mieux cerner le sujet. Voilà. Donc pour définir les mots-clés, je vais donner le micro à notre médecin généraliste, d'accord, qui va toucher les mots, qui va toucher les mots difficiles, qui tournent autour du sujet. Donc je vous prie de l'écouter. Si ta copine à côté de toi dort, tu la réveilles. Hein? Si ta copine à côté de toi veut te distraire, tu dis non, je suis venu pour non, je ne vous saisis pas. Je suis venu pour écouter. Voilà. D'accord. Merci pour la parole. Vous préférez que je reste ici ou que je descende? Je descends, d'accord. Je vais descendre. Vous avez des cahiers, des stylos. Voilà. Ceux-là qui peuvent prendre des notes, vous pouvez faire sortir vos cahiers et vos stylos. Donc nous allons commencer par une introduction. Donc notre thème c'est jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. Donc ceux-là que les cahiers peuvent rapidement noter, on va aller rapidement. On va commencer par une introduction. Donc nous allons redéfinir notre thème. Donc ce sera un peu interactif. Donc qui peut comme ça me définir
ce que c'est la jeunesse. J'ai besoin d'une personne, rapidement. Jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. On va définir chaque mot-clé de notre thème. Donc le premier mot c'est jeunesse. Donc qui peut me définir ce que c'est que la jeunesse? Quelqu'un? Jeunesse, personne n'a la réponse? Jeunesse. Définition de la jeunesse. Personne n'a la réponse? Ici? Personne? Non, mais si tu as une réponse, donne quand même. Oui. Jeunesse de l'enfance, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Ok, tu as une réponse. J'ai besoin d'une deuxième personne. Deuxième personne, rapidement. Rapidement, n'ayez pas peur. Personne? Donc, vous me laissez donc le soin de définir alors. Ok? En fait, la jeunesse, c'est la période, donc c'est cette période de la vie qui va de l'enfance jusqu'à l'âge mûr. De l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Donc, c'est cette période qu'on appelle jeunesse. Donc, en d'autres termes, la jeunesse, c'est cette période de la vie, cette période immature de la vie. Vous voyez un peu. Donc, notez ça. Jeunesse égale, on peut dire jeunesse égale période de la vie immature. Donc, égale immaturité. Donc, le deuxième mot-clé de notre thème, jeunesse en crise. Donc, le deuxième mot-clé, c'est crise. Qu'est-ce qu'une crise? Qui peut me définir la crise? La crise. J'ai besoin d'un doigt, j'ai besoin d'un volontaire, rapidement, un courageux. La crise, qu'est-ce qu'une crise? Lorsqu'on dit par exemple qu'un pays est en crise financière, crise de quelque chose, personne n'a la réponse? Personne? Oui. Oui, c'est quoi la crise? Rapidement. De mon point de vue, une crise, c'est un problème humanitaire, un problème qui touche tout le monde. D'accord, ok. Donc, Sarah a dit que la crise, c'est un problème humanitaire, c'est un problème qui touche tout le monde. Vous voyez? Donc, on peut dire que la crise, en fait, c'est un état de déséquilibre. Donc, c'est un problème, en fait. Donc, deuxièmement, vous pouvez noter, donc, la crise, on va prendre sa définition, c'est un problème. Donc, c'est un état de déséquilibre. Donc, lorsqu'on est déséquilibré, ça veut dire qu'on est dans un souci. Et notre troisième mot-clé, c'est drogue. Qu'est-ce qu'une drogue? De façon simple comme ça, quelqu'un a une idée? Jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. Donc, il reste drogue et vice. Donc, il peut me définir succinctement ce que c'est une drogue et ce que c'est un vice. Une drogue, c'est quoi la drogue? Personne n'a la réponse? La drogue, c'est une substance qui est nuisible pour la santé et qui est consommée en dehors d'une prescription médicale. Vous voyez un peu. Donc, de façon simple comme ça. Et le quatrième mot-clé, vice. J'ai besoin de quelqu'un pour me définir le mot vice rapidement et nous allons redéfinir notre thème. C'est quoi un vice? Lorsqu'on parle d'un vice, on fait référence à quoi? Oui? Lorsqu'on parle d'un vice, on fait référence à un domaine. On fait référence à un domaine. Un vice, c'est quoi un domaine? Une matière. J'ai besoin d'une autre réponse. Elle a dit un vice, un domaine, une matière. Quelqu'un d'autre rapidement? Un vice. Qu'est-ce qu'un vice? Un vice. Jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. Qu'est-ce qu'un vice? Qu'est-ce qu'un vice? Qu'est-ce qu'un vice? Rapidement. Dernière réponse. Il y a un doigt là-bas, c'est ça? Un vice. Personne ne sait ce que c'est un vice. Donc, prenez note, je vais vous dire ce que c'est un vice. Un vice est un mauvais penchant. Un mauvais penchant. Donc, en fait, c'est une attitude ou un comportement grave qui est répréhensible
qui est reprochable. Vous voyez. Donc, nous sommes sur le thème jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. Donc, si nous voulons redéfinir notre thème, nous allons dire que ici il s'agit de parler d'une population immature, parce que la jeunesse c'est un ensemble de personnes, voilà, immatures, vous voyez, parce qu'ils sont dans la tranche de l'enfance avant l'âge mûr. Donc il s'agit ici d'une population immature. Donc nous allons parler d'une population immature qui est en crise, c'est-à-dire qui est dans des problèmes ou qui est dans un état de déséquilibre. Mais par quoi? Par la consommation de quoi? De drogue, donc de substances qui sont comment? De substances comment? Je ne vous entends pas? Nuisibles pour la santé, n'est-ce pas? Et autres vices, c'est-à-dire des penchants qui sont comment? Mauvais, qui sont répréhensibles. Donc, nous venons ce matin vous parler donc de cette population immature qui est déséquilibrée par la consommation de substances nuisibles et des comportements répréhensibles ou bien des comportements immoraux. Voilà. Donc, et vous savez pourquoi nous parlons de cela? J'ai besoin d'une dernière personne avant de rentrer pleinement dans le sujet. Pourquoi nous abordons ce thème? On pense? J'ai besoin d'un doigt rapidement, d'un volontaire, involontaire. Pourquoi nous parlons de la jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices? Pourquoi nous venons parler de ça ce matin? J'ai besoin d'une seule réponse. Il y a quelqu'un là-bas, au fond? Oui? Rapidement. Très bien. J'aimerais qu'on encourage un peu. Elle a bien entendu. Elle a donné la bonne réponse. On vient vous parler de ces choses parce que c'est quelque chose d'actualité, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se vit dans votre lycée. Je mens. Voilà. Vous voyez des jeunes qui consomment de la drogue, non? Il y a des jeunes qui sont dans d'autres vices, qui ont des comportements mauvais ou répréhensibles, n'est-ce pas? Vous pouvez observer ces comportements au quotidien. Voilà. Donc, dans ce sujet, nous allons parler premièrement de la jeunesse face aux drogues. Ceux qui ont des notes, vous pouvez noter jeunesse face aux drogues. Donc, il me revient d'abord de définir ce que c'est une drogue. Donc, il faut savoir que les drogues, en fait, une drogue est une substance qui est soit naturelle, donc à l'état naturel, ou qui peut être synthétisée, c'est-à-dire fabriquée peut-être en laboratoire, vous voyez. Et la particularité, c'est que les drogues vont agir au niveau de ce qu'on appelle le psychisme. Le psychisme, c'est la pensée. Donc, lorsque quelqu'un consomme la drogue va avoir cette particularité d'agir sur sa pensée, ça va agir sur son mental. Voilà pourquoi vous allez voir ceux-là qui consomment les drogues, ils auront un comportement autre que celui qu'ils avaient peut-être auparavant, vous voyez, ils auront d'autres pensées. Et la particularité, c'est que les drogues vont provoquer ce qu'on appelle un état d'intoxication. Donc ça va créer un état d'intoxication lorsqu'on prend cette drogue de façon répétée. Et cet état d'intoxication va créer donc un état de dépendance. Un état de dépendance, vous voyez. Donc ça va créer un état de dépendance psychique ou physique. Et la dépendance psychique se manifeste comment? Je vais prendre un exemple. Ceux-là qui prennent la cigarette, vous voyez, ils auront cette sensation de bien-être. Et la sensation de bien-être là, c'est dû à ce qu'on appelle la nicotine dans la cigarette, vous voyez. Et donc, comme il va
comment ça s'appelle, comme il voudra toujours avoir cette sensation de bien-être, il aura toujours tendance à en consommer pour avoir cet équilibre-là, vous voyez, cette sensation de bien-être. Donc il sera dépendant maintenant. Et on prend la dépendance physique maintenant. On prend un exemple. La dépendance physique se manifeste comment? Par exemple, pour ceux-là qui prennent de l'alcool, vous voyez, ils prennent de l'alcool. Lorsqu'il n'a pas pris de l'alcool, s'il est alcoolique, lorsqu'il n'a pas pris de l'alcool, il aura quoi? Il aura de la tremblote. Voilà. Je l'ai pointé du doigt parce qu'elle a fait ce geste-là, elle comprenait. Donc, quelqu'un qui est alcoolique, il aura souvent, donc s'il n'a pas pris l'alcool, il va trembler. Donc, il sera physiquement déséquilibré. Donc, pour rétablir son équilibre, il va devoir en consommer. Donc, il sera dépendant de l'alcool pour rétablir son équilibre. Voilà. Donc, vous voyez que les drogues, ce sont donc ces substances qui vont agir sur le mental de la personne. Ce sont des substances qui vont avoir des effets négatifs sur la santé et qui vont créer un état de dépendance sur le plan du mental et sur le plan physique aussi. Et ce sont des substances qui sont consommées en dehors d'une prescription médicale. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces drogues sont en fait souvent à l'état naturel, voilà. Et ces drogues sont utilisées en médecine à visée thérapeutique, peut-être pour soulager des douleurs, vous voyez. Et les drogues sont aussi utilisées souvent dans des rituels, n'est-ce pas? Par exemple, l'iboga. Vous connaissez l'iboga? Voilà. Et les drogues sont aussi utilisées dans des périodes récréatives. Par exemple, l'alcool. Voilà, dans des périodes de détente, certains consomment de l'alcool. Pour votre information, l'alcool est une drogue. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, non? Ah, elle ne savait pas, l'alcool est une drogue. Donc, voilà un peu. Maintenant, je vais vous parler spécifiquement d'une drogue qui est connue ici, qu'on appelle le kobolo. Donc, je vais simplement énumérer quelques éléments en rapport avec le kobolo. En fait, le kobolo, c'est en principe ce qu'on appelle le tramadol. Le tramadol, c'est un médicament qu'on utilise en médecine pour soulager la douleur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes consomment cette molécule-là sans avoir un réel besoin et sans prescription médicale. Et le fait de consommer cela dans ces conditions-là et de faire un surdosage, on peut entraîner ce qu'on appelle un surdosage. Et ce surdosage-là peut se manifester par une insuffisance rénale, parce que le kobolo ou bien le tramadol, lorsqu'il est consommé, il est éliminé majoritairement par le rein. Donc tu consommes le tramadol, tu vas te retrouver avec une insuffisance rénale. Deuxièmement, tu peux te retrouver avec avoir des vomissements, jusqu'à avoir même du sang dans les vomissements. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome en médecine de Mallory-Weiss, qui se manifeste par une déchirure ou bien des lésions, des plaies au niveau de ton oesophage. Vous voyez, et tu vas te retrouver avec du sang dans les vomissements. Et celui qui consomme le kobolo peut tomber dans le coma. Je pense que vous avez déjà assisté à cela. Donc tu peux tomber dans le coma, tu peux convulser, voir un peu, et tu peux te retrouver dans ce qu'on appelle une dépression respiratoire, ne plus bien respirer, avoir une respiration très lente, voilà. Et pire encore, si tu consommes de l'alcool, l'alcool va encore amplifier cette dépression respiratoire, donc cette mauvaise respiration. Et en plus de cela, tu peux être dépendant, développer une dépendance. Tu peux développer un état nerveux. Tu peux être nerveux. Voilà pourquoi ceux-là qui consomment des kobolos, ils sont très irritants en fait. Donc moins de choses, voilà, il va prendre ça en mal, n'est-ce pas? Voilà, et puis les bagarres vont s'en suivre. Et vous voyez que dans la suite, c'est pas bon. Il va se retrouver à voir des bagarres. Il peut aller même en prison, il peut se faire mal, il peut se retrouver à l'hôpital, vous voyez. Donc s'il se bat, ce n'est pas bon. Donc c'est simplement pour vous présenter un peu les choses de façon succincte comme ça, voilà, au sujet du kobolo, qui est une drogue et qui a vraiment des effets sur la santé et sur la vie sociale de la personne et qui peut impacter aussi tous ceux-là qui sont autour de nous si nous en consommons. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder avec vous ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Denis. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris?
Tu vois pourquoi c'est important de commencer par la définition des mots. Les mots clés. Voilà. Donc on a défini les mots clés. On a fait une brève introduction. Maintenant on va dans le développement. Voilà. Et pour le développement, nous avons notre enseignant d'anglais qui va poursuivre. Merci. Bonjour les enfants. Vous permettez que je vous appelle les enfants, n'est-ce pas? Je sois béni. Ok, comme je disais, je suis Léon Paul et je suis particulièrement content d'être là parce que déjà, comme je disais, c'est mon ancien établissement. Vous voyez, si en 2010 par exemple, lorsque j'ai eu mon bac ici, mes amis et moi par exemple, nous avions, à cause de la joie ou bien par exemple à cause d'un souci, on s'était mis à casser ce bel établissement. Est-ce que vous seriez là aujourd'hui? Vous ne seriez pas là, n'est-ce pas? Les parents seraient certainement en train de chercher à s'envoyer ailleurs. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne le prochain vice, nous allons parler de l'incivisme. Notez bien, nous allons parler d'un autre vice que nous voyons beaucoup aujourd'hui au milieu de la jeunesse. C'est celui de l'incivisme. Donc déjà, si on aime cet établissement, est-ce qu'on peut lever la main? Vous aimez cet établissement, n'est-ce pas? Vous êtes formé ici. Donc c'est quoi l'incivisme? L'incivisme, comme on voit, nous avons le préfixe 1, c'est le contraire du civisme. L'incivisme peut être défini comme étant un manque de civisme ou encore un manque de dévouement pour le bien de la nation. De manière simple, c'est lorsque nous manifestons un manque d'amour envers la nation. Il est vraiment important de parler de ces choses, surtout à l'heure actuelle, nous sommes sur la restauration de beaucoup des institutions. Et aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de développement sans un changement de mentalité. Or, l'incivisme touche beaucoup les comportements. L'incivisme est un comportement déviant. Donc, j'aimerais déjà poser la question, qui à Jean-Hilaire a déjà assisté à un acte d'incivisme? Alors là, on a donc bien fait de parler de l'incivisme. Qui peut me donner un exemple? Qui peut me donner un exemple d'un acte? Qu'est-ce qui t'a montré que c'était un acte d'incivisme? Il y a un manque de respect envers les professeurs et surveillants. Un manque de respect envers ses camarades de classe. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Quelqu'un d'autre veut ajouter avant qu'on avance? J'espère que vous prenez des notes. Hein? Quelqu'un d'autre veut ajouter? Oui? On manque d'incivisme, par exemple, des gens qui ont sur les murs de l'établissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements pour elle? Très bien. Donc on va s'arrêter là et on va continuer. Donc, l'incivisme, comment se manifeste l'incivisme? Vous savez, beaucoup posent d'actes d'incivisme sans se rendre compte que là, ils sont en train de poser un acte incivique. Donc, comme disait la jeune demoiselle tout à l'heure, parmi les actes d'incivisme, nous avons la destruction des biens publics. Comment est-ce que les élèves du lycée Jean-Hilaire au BAM et ailleurs détruisent leur environnement ou encore les biens publics? C'est lorsqu'ils font des graffitis sur les murs, comme vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. C'est lorsqu'ils détruisent des poignées de porte de manière volontaire. C'est lorsqu'ils détruisent des fenêtres. C'est lorsque ils ont également des comportements menaçants. C'est-à-dire être ivre sur la place publique, en tenue scolaire par exemple. C'est un acte d'incivisme. Parce que lorsque je porte une tenue, je représente une institution. Et vous représentez normalement l'institution de cet établissement. Donc, aller dans un bar en uniforme scolaire et puis se livrer à une ivresse publique, même lorsqu'on n'est pas en tenue, c'est considéré comme un acte d'incivisme. Donc, l'incivisme se traduit également par des actes de
vandalisme. Vous connaissez ce que c'est que le vandalisme, n'est-ce pas? Le vandalisme peut se caractériser par des vols. Vous voyez, nous avons des bureaux ici. Et lorsque les élèves vont casser ces bureaux pour voler par exemple des livres, des manuels scolaires, c'est également considéré comme étant un acte d'incivisme. L'incivisme se manifeste également par le non-respect des symboles ou encore des emblèmes de l'État. Actuellement, nous sommes revenus par exemple au Gabon sur la levée des couleurs le lundi matin. Donc lorsque l'hymne national est proclamé, si j'adopte un comportement irresponsable, c'est considéré comme un acte incivique. Nous avons vu avec les élèves du lycée Nelson Mandela, n'est-ce pas? Lorsqu'on exécutait l'hymne national, certains modifiaient les paroles pour mettre ce qu'ils voulaient. Ou encore d'autres prenaient cet instant comme étant un moment de récréation. Non, nous devons respecter les emblèmes de l'État. Donc, faire du bruit ou du boucan ou agir autrement lorsqu'on est en train de lever les couleurs ou chanter l'hymne national est également considéré comme un acte incivique. Nous avons aussi l'occupation anarchique du domaine public. Aujourd'hui, malheureusement, la réponse que beaucoup de jeunes aiment donner lorsqu'ils se sentent par exemple frustrés, c'est la violence. Donc, lorsque des décisions sont prises et que vous n'êtes pas d'accord, beaucoup se lèvent et vont manifester sur la place publique. Logiquement, dans une société régie par les droits, les choses ne se font pas ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, occuper de manière anarchique, sans avoir une autorisation au préalable de l'espace public, est également considéré comme un acte d'incivisme. Autrefois, lorsque j'étais ici, il y a des élèves qui laissaient les toilettes pour aller faire ce qu'on dit au quartier, faire caca dans les salles de classe. Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui? Non. Ah, gloire à Dieu si ça a changé. Applaudissez alors pour vous-même. C'est très bien. À notre époque, c'était fréquent. On venait le matin pour avoir cours et puis on trouvait des élèves qui avaient des papiers dans les salles de classe. Ce sont des actes incivistes également. Donc, nous avons aussi l'insalubrité. Lorsque je suis revenu à Jean-Hilaire, j'ai remarqué que nous avons des poubelles partout. Nous avons même des poubelles qui sont destinées au plastique, c'est-à-dire des bouteilles. Donc, ne pas respecter ces consignes en jetant des papiers au sol, par exemple, c'est également considéré comme un acte incivique. Donc, nous venons d'identifier les actes inciviques. Il est donc autant important de revenir sur les conséquences. Quels peuvent être les effets? Est-ce que vous voyez un peu? Les effets, les conséquences des actes inciviques. Nous avons plusieurs conséquences. Déjà, la loi, le règlement intérieur de l'établissement interdit par exemple d'aller dans des bars en uniforme scolaire ou de jeter du papier. Quelle pourrait être la conséquence? La conséquence serait que on peut être exclu pendant quelques jours par exemple. Et si tu es exclu pendant quelques jours, tu pourras rater des interrogations, n'est-ce pas? Si tu rates des interrogations, qu'est-ce qu'il y aura comme impact? Qu'est-ce qu'il y aura? L'échec scolaire. Et qu'est-ce que l'échec scolaire va entraîner? Là, je n'entends pas. L'échec scolaire va entraîner, elle peut entraîner parfois à l'exclusion, n'est-ce pas? Elles sont très insalubres. Tu pourras attraper une infection et ensuite tu pourrais mourir, n'est-ce pas? Donc on pose des petits actes comme ça, des civistes, mais vous voyez que ces actes peuvent nous entraîner très loin, n'est-ce pas? Voilà, c'est toute une spirale. L'incivisme a également un impact sur l'environnement. Oui, aujourd'hui nous parlons du développement durable. Donc jeter du papier au sol, ça cause des inondations par exemple, n'est-ce pas? Qui a déjà été victime d'inondations? Moi j'en ai subi, je vous assure que ce n'est pas la joie. Hein. Je suis né au Père-Castel, j'ai grandi là-bas, on a vécu avec des inondations. Parfois vous êtes inondé toute la nuit, mais le matin tu dois aller à l'école. Imaginez l'impact que ça a sur le rendement scolaire. Est-ce que vous voyez? Tout ça parce que quelqu'un a jeté des papiers dans les caniveaux, n'est-ce pas?
Oui, parce que ça crée des inondations. Ça bouche les caniveaux. Et puis, l'incivisme, jeter les papiers au sol, ça a également un impact sur la beauté de notre environnement, n'est-ce pas? Voilà, donc, regardez, nous avons un bel établissement. Nous avons une bonne salle de... On appelle en français cette salle comment? L'amphithéâtre. Vous voyez, tous les établissements ne sont pas dotés d'un amphithéâtre. Mais lorsque j'ai écrit sur les murs de l'amphithéâtre, de ma salle de classe, ou j'ai écrit sur les tables bancs, vous voyez que ça a un impact sur la beauté, sur l'esthétique, n'est-ce pas? Et puis comme je vous disais, nous ne devons pas être égoïstes parce que nous prônons le développement durable aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui le lycée Jean-Hilaire ne t'appartient pas seulement à toi. Regardez, j'ai eu une map en 2010, donc 14 ans plus tard, 2 personnes apprennent à Jean-Hilaire. Donc si moi je détruis Jean-Hilaire au Bambé, ça voudrait dire que demain, peut-être cet établissement ne pourrait plus exister, n'est-ce pas? Moi, ça me ferait plaisir de voir, par exemple, dire à ma fille qu'elle va à Jean-Hilaire. Moi, j'y étais avant ma fille. Et aujourd'hui, elle y est également, n'est-ce pas? Donc, évitons l'incivisme. Parce que beaucoup de choses peuvent nous conduire à l'incivisme. Telles que les drogues, le suivisme des pères. Comme on nous dit, un adage populaire, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je me balade avec quelqu'un qui cascade sur les bus scolaires, qui est également considéré comme un acte de civisme, demain, je pourrais être tenté à reproduire la même chose. Vrai ou faux? Si je me balade avec quelqu'un qui jette des papiers au sol, qui ne respecte pas l'environnement, qui utilise les édifices, par exemple, abandonnés comme des toilettes publiques, je serais tenté à faire la même chose. Vrai ou faux? Voilà, donc, et le manque d'éducation également. Donc, à cause du temps, j'ose croire que notre échange a été bénéfique et que vous avez pu identifier les actes d'incivisme. Merci, M. Léon Paul. Je rappelle que M. Léon Paul est enseignant. Il est enseignant d'anglais. Toutes les fois où je suis avec lui, il me parle anglais. Voilà, donc quand il me salue, quand je veux lui dire bonjour, good morning, hello, voilà, donc il est enseignant d'anglais. Donc il maîtrise le sujet. Voilà. Alors, il faut aussi dire que, après notre conférence, d'accord, il y aura une phase de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les énumérer, d'accord, et après on tâchera de répondre. Alors, je passe la parole à Mademoiselle Gaëlle pour continuer. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Voilà, je bénis le Seigneur pour votre présence. Et on aimerait un peu parler du juridique. C'est vrai que vous êtes encore au lycée, mais votre vie ne se limite pas qu'au lycée. Avant d'être à Jean-Hilaire, vous êtes des citoyens gabonais. Et donc, étant au Gabon, le Gabon est un État régi par la loi. Bien sûr, plusieurs lois, bien évidemment. Et ce sont ces lois-là qui font souvent que lorsqu'on se méconduit ou lorsqu'on les enfreint, on peut se voir quelqu'un aller en prison. Oui, on peut se dire, mais pourquoi venir parler de la loi dans un lycée? Et pourtant, on est jeunes. Mais il faut dire que la loi concerne également la jeunesse. Il y a des lois spécifiques pour les jeunes en fait. Est-ce que vous voyez? J'aimerais poser le principe de base. En droit, on dit nul n'est censé. On dit nul n'est censé. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la loi, même si tu ne la connais pas, mais quand tu poses un acte, qui est sanctionné par la loi, est-ce que tu comprends? Là, elle t'attrape. Si par exemple tu fais quelque chose dont la loi reprime, tu ne pourras pas dire devant les autorités, devant le je ne sais pas devant qui, tu ne pourras pas dire je ne connaissais pas. Est-ce que vous comprenez? Là, quand tu es assis là, quand vous êtes assis là, il y a des lois que vous ignorez. Mais sauf que si vous les enfreignez, ces lois-là vont vous attraper. Et pour certaines, il y a certaines lois qui envoient en prison même les gens.
Et moi, j'aimerais particulièrement parler de la responsabilité de la majorité, en fait. La majorité civile, la majorité pénale. Parce que c'est important. Vous voyez, le but ici, c'est vraiment vous réveiller. Et réveiller votre conscience. Parce que souvent, on peut se dire que je suis jeune. Mais ce n'est pas parce que tu es jeune que ça veut dire que les actes que tu poses ne sont pas réprimables. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. J'aimerais d'abord parler de la majorité civile. La majorité civile, c'est-à-dire le citoyen, tout ce qui renvoie à notre statut en fait. Civilement, on est majeur à partir de 21 ans, selon le code civil gabonais. Est-ce que vous voyez un peu? C'est à 21 ans, en principe, on n'est plus sous la responsabilité de nos parents. Ça veut dire que après 21 ans, les actes que je pose en matière civile, bien évidemment, certaines choses que mon frère citait là, quand je les pose, moi-même je réponds. Est-ce que vous voyez un peu? Mais avant 21 ans, quand on pose un acte, bien sûr, je crois que c'est l'article, si je me retrouve dans mes notes, voilà, je crois que c'est l'article 245, voilà, 295, bien sûr, du Code civil, 400, autant pour moi, 495 du Code civil. Bien évidemment, avant la majorité, 21 ans, en matière civile, quand vous posez des actes, ce sont les parents qui répondent. En principe, selon cette loi, un enfant, avant même de poser un acte, en fait, tu dois poser des actes sous le consentement de tes parents. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que comme les actes d'incivil, comme mon frère citait là tout de suite, lorsque vous posez ces actes et tout, les parents, ils ne sont pas au courant, les parents, ils ne sont pas d'accord, mais parfois les parents se retrouvent à payer des amendes en fait à cause de vous. Mais est-ce que vous savez que à cause de certains actes en matière civile que vous posez, les parents peuvent même aller jusqu'à faire la prison pour vous? Oui, les parents peuvent faire la prison pour leurs enfants. Parce que c'est ce que la loi dit. Bien sûr, quand tu es encore mineur, je disais la majorité civile est à 21 ans. Ça veut dire qu'à partir de 21 ans, bon, de 0 à 21 ans, quand tu poses des actes, ce sont tes parents qui répondent. Mais bien sûr, il y a également la majorité émancipée. C'est-à-dire, il y a certains enfants à 18 ans, les parents leur reconnaissent une majorité émancipée. Ça veut dire qu'à partir de 18 ans, quand tu es un mineur émancipé, les actes que tu poses, tu vois, là les parents ne répondent plus. C'est toi-même qui réponds. Donc là, on va sortir du domaine civil, c'est-à-dire le droit en matière civile, qui bien sûr reconnaît la responsabilité d'autrui. En matière civile, tu peux poser des actes et c'est quelqu'un d'autre qui va en répondre, notamment ton tuteur ou ton parent. Mais je voudrais parler également de la responsabilité en matière pénale. Qui connaît le droit pénal ici? Qui a entendu parler? Le droit pénal là-bas ne joue pas. Déjà là-bas, la base c'est que personne ne répond de tes actes. Même si déjà que là-bas, la majorité pourrait être coupable. On la fixe à quel âge? Qui connaît? À quel âge est-ce qu'en matière pénale, on commence à répondre en fait de ces actes? D'abord, il faut dire que si la loi, en fait, bon, je vais d'abord poser la base, c'est 13 ans au Gabon. Donc, à partir de 13 ans, tu peux commencer à répondre de tes actes selon la loi numéro 39/10 du 25 novembre 2010. Parce que pourquoi cette loi existe? Parce qu'en effet, on a remarqué que les jeunes posaient des actes qui troublent la société. Les jeunes posent des actes, lorsqu'on entend, on est choqué. Il y a des jeunes qui sont considérés comme mineurs, bien sûr, à 13 ans en matière civile, on les considère comme mineurs, mais à 13 ans, les jeunes violent. À 13 ans, les jeunes tuent, n'est-ce pas? Scolaire. Lorsque un jeune, tu viens à l'école, naturellement, il y a des choses qui te sont demandées
tu es enfant. On va regarder ton âge. Et j'aimerais aller loin même. L'article 56 du Code pénal, vous savez, cet article reconnaît même qu'à moins de 13 ans, je vais le lire parce que j'ai prévu lire cet article. L'article 56 du Code pénal gabonais, bien sûr, dit lorsqu'un mineur de 13 ans se sera rendu coupable des faits qualifiés crime ou délit, il sera déféré au président du tribunal qui pourra prononcer par ordonnance soit la remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit en placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle ou dans un établissement médical. Ça veut dire qu'à moins de 13 ans, on comparait déjà. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque tu as tué, ou lorsque parfois, il y a des coups, parfois tu peux porter atteinte en fait à l'intégrité de l'autre, le blesser à un degré grave en fait. Le blesser à un niveau vraiment compliqué. Est-ce que vous voyez un peu mes petits frères? Donc, nous parlons de ces choses vraiment pour vous dire que c'est vrai que vous êtes à l'école. Mais sachez une chose, c'est que les actes que vous posez, les choses que vous faites en fait, peuvent vous condamner plus tard. C'est pas parce que tu es enfant que la loi n'a pas prévu les textes pour toi. C'est pas parce que tu es enfant que tu ne peux pas faire la prison. En matière pénale, lorsque tu tues, tu blesses gravement l'autre et toutes ces choses-là qui scandalisent un peu la société. Notamment, je me souviens pendant les vacances, il y a deux élèves, il y a un qui revenait de Port-Gentil et l'autre qui ont eu à tuer une jeune fille qui sont allés balancer à l'échangeur, qui ont entendu parler de ça. Mais ils vont en prison. Est-ce que vous voyez un peu les choses que vous, la jeunesse aujourd'hui, vous faites? Et on peut se dire que non, on est jeune, non, pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas aller en prison. Oui, c'est vrai qu'on va dire que il y a des maisons de correction, mais regardons la maison de correction, en fait c'est là à la grande prison. Il y a un bâtiment là-bas à l'intérieur pour les jeunes, spécifique pour les jeunes. Donc tu vas bel et bien en prison. Tu comparais devant le juge. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a beaucoup d'enfants de vos âges aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont soit vendu des stupéfiants, notamment le congolais comme on parlait là, parce que quand tu vends ces choses, en fait, tu troubles l'ordre public en fait. Tu nuis à la santé des autres. Et donc par conséquent, si on t'attrape, est-ce que tu vas un peu? Tu vas en prison. Oui, c'est vrai qu'il y a une fois, je me rappelle dans un établissement, il y a un élève qui disait, après on les relâche. Oui, mais c'est pas parce qu'on te relâche que ça veut dire qu'on t'encourage en fait. Mais souvent, parfois, les parents, ils partent voir les autorités, ils partent voir les policiers, ils leur disent, mon frère, il ne faut pas détruire l'avenir de mon enfant, tu risques de détruire l'avenir de mon enfant s'il va en prison. Mais ce que les parents ignorent, c'est que cet enfant-là qui, de manière délibérée, vend de la drogue, consomme de la drogue ou la vend, en fait, lui-même, il se détruit déjà. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas parce qu'on va t'envoyer en prison que ton avenir, tu as commencé déjà à le détruire. Hein, mes petits frères et sœurs, comment vous encourager? À l'école, notamment quand je lisais une loi, le code pénal, notamment le code pénal, je crois une nouvelle loi de 2014, on était en train de définir le vol. Vous savez comment on définit le vol en matière pénale? Moi-même j'étais choquée. C'est un acte de terrorisme. Est-ce que vous voyez un peu? On le définit comme un acte de terrorisme. Tu blesses l'autre, tu portes des coups de ciseaux à l'autre, tu es considéré comme un terroriste pour la nation. Et c'est des choses qui trouvent lorsque les gens entendent. Et en matière pénale, on ne peut pas laisser ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous encouragez, jeunes du lycée Jean Hilaire, ne soyez plus ignorants. Parce que la loi existe. Il y a une loi qui est là pour sanctionner les choses que les jeunes font, les actes que les jeunes posent, que ce soit en milieu scolaire ou à la maison. Est-ce que vous voyez un
personne vous attrape, on va vous laisser passer, vous êtes enfant, on ne vous laissera pas. Et bien évidemment, souvent les parents négocient, on sait aussi. Mais quand bien même on te laisse sortir, mais j'aimerais te dire que tu es déjà quand même connu les services spéciaux. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez déjà entendu une fois quelqu'un qui a par exemple commis un acte, un meurtre en tout, je ne sais pas. Mais après on va dire que son monsieur était déjà recherché, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Ça arrive. Ça veut dire qu'en fait, tu peux poser des actes, tu peux faire des choses. Parfois, en fait, on te connaît déjà, mais tu es juste recherché. Est-ce que tu vois un peu? Ou peut-être pour le jeu qu'on laisse. On peut peut-être te laisser, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas connu. Tu es connu en fait. Et à un moment donné, on va dire à tes parents qui partent souvent négocier ou payer, on va leur dire, on ne le laisse plus parce que cet enfant, il est connu. Est-ce que vous voyez un peu? Et par de ce fait, les jeunes en fait deviennent des troubles. Des troubles pour la nation et pour la société. Donc c'est un peu ça. Merci et bon courage à vous. Allô, allô. Les amis, on est ensemble. On est ensemble. Oh non, je viens pas comme vous. On est ensemble. Voilà. Ça va. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y a la phase de questions et de réponses. Donc, celui qui continue à dormir là, tu tapes, tu dis, Joe, réveille-toi. D'accord? Alors, on va aborder la dernière partie, celle des solutions. Ensuite, on va rentrer dans la phase des questions et des réponses. Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Qui comme moi a été édifié? Beaucoup ignorent la loi, n'est-ce pas? Même moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a, je ne vais pas le dire en latin, mais en français, ça dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que vous connaissez cet adage? C'est une citation, la loi est dure, c'est la loi. Vous voyez, lorsqu'on juge au tribunal, hein, je vous assure, si vous n'êtes pas dur, vous pourrez sortir et pleurer. Parce que là-bas en prison, vous allez voir des femmes enceintes. Une femme comme elle, dit, condamnée à 10 ans de prison. Parce que la personne y sait prendre la loi. Donc nous allons aborder une phase importante. Je suis content de vous voir avec des cahiers, des stylos. Et j'aimerais vraiment encore attirer votre attention par rapport à cette partie. Parce qu'avec tout ce que nous avons annoncé en ce qui concerne les drogues et les vices en milieu scolaire, je sais que beaucoup se posent la question, que faire, cher aîné, par rapport à tous ces vices que nous côtoyons au quotidien, qui deviennent comme normaux. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, c'est-à-dire aborder quelques perspectives, quelques pistes de solutions en ce qui concerne les vices que nous venons de mentionner. Donc, nous avons parlé de l'incivisme par exemple, nous avons également parlé de l'utilisation des drogues. Donc comme première solution, je vais déjà dire, j'aime mon corps. Est-ce que tu peux dire que moi j'aime mon corps? J'aime mon pays. J'aime mon environnement. Effectivement, tout commence par l'amour. Si tu aimes ton corps, tu n'iras pas prendre des cobolos parce que tu sais que les cobolos détruiront ton... Si j'aime mon environnement, notre environnement immédiat actuellement c'est le lycée Jean Hilaire au BAM et Yéré, alors je ne vais pas poser d'acte d'incivisme à l'endroit de cet établissement, n'est-ce pas? Voilà, donc tout commence par l'amour. L'amour de mon corps. Je ne suis pas en train de parler du culte de la personnalité, mais c'est-à-dire j'aime mon corps, j'aime ma santé et j'aime mon pays. Aussi, vous savez, j'aime cet adage de François Kennedy, c'était le président des États-Unis. Il disait, ne demande pas ce que l'État fait pour toi, mais toi demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Je le dis, c'est pour dire que, vous voyez, les anglophones ont une culture du bénévolat par exemple. C'est-à-dire, les gens sont jeunes, pendant les vacances, ils peuvent décider d'aller faire un stage à la mairie pour voir les conditions dans lesquelles on travaille à la mairie. Ils peuvent aller faire un stage à Sauveur pour voir combien de fois c'est difficile lorsque on nettoie le sol. Donc,
à ce moment, l'enfant prend conscience que lorsque je pose tel acte, donc c'est difficile au fait. Donc, l'incivisme, j'adopte le civisme. N'est-ce pas? J'adopte le civisme. Aussi, nous avons parlé des mauvaises compagnies. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis. Voilà, on ne peut pas choisir ses parents biologiques, sa famille, mais on peut choisir ses amis. Parce que nous l'avions déjà dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je vois que tel ami est violent, tel ami se drogue, tel ami m'emmène à poser des actes d'incivisme, alors je cesse de le fréquenter. Comme autre solution, je prends des résolutions. Quelqu'un peut-il me dire une résolution qu'il a prise à partir d'aujourd'hui? Nous avons parlé de drogue, nous avons parlé de racisme, de beaucoup de choses. On prend quoi comme résolution pour ne pas tomber dans ces vices? Une résolution, je sais que les élèves ici sont très intelligents. Une résolution, vous prenez quoi comme résolution? Je commence par donner mon exemple. Je prends la résolution de ne pas céder à la tentation. Moi, je prends cette résolution de ne plus céder à la tentation des gogolos, des drogues ou encore de l'incivisme. Et vous, vous prenez quoi comme résolution? La même chose. Mon petit gars, alors. Aussi, je pense à l'avantage qu'il y a lorsque je me préserve de ces vices. Je suis gagnant, n'est-ce pas? D'une part. Et je pense aussi aux conséquences que peuvent me conduire si je m'adonne à ces vices. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Voilà. Vous allez répéter après moi. C'est comme une résolution. Je ne suivrai pas un ami, ni un parent, ni un voisin, susceptible de me perdre. Est-ce que c'est compris? Voilà donc. Je ne suivrai pas un ami, ni un parent, un voisin susceptible de me perdre. Et au-delà de tout, je ferai confiance au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus aide à ne pas s'adonner à ces vices que nous venons de mentionner. Jésus donne la force. Parce qu'il y en a qui veulent abandonner ces choses. Il y en a qui sont esclaves des drogues. Il sait que ce n'est pas bien. Mais il n'a pas de force d'abandonner. Mais ce qui est bien, c'est que dans les Saintes Écritures, on nous dit déjà, on nous parle de quelqu'un qui était dans la même situation. Il disait, j'ai envie de faire le bien. Mais alors que je vais faire le bien, je fais le mal. Donc vous voyez, donc je prends également ces résolutions. Est-ce qu'on peut applaudir vous-même? Alors, chers apprenants de Jean-Hidel, il y a de l'eau, hein, pour les personnes qui veulent de l'eau. Il y a de l'eau, vous voulez? On peut leur donner de l'eau, s'il vous plaît. Levez bien les mains, pardon. Voilà. Alors, on va rentrer à la phase de questions et de réponses. Vous posez les questions, nous donnons les... Non, nous nous efforçons à donner des réponses. Voilà. Question? J'aimerais savoir pourquoi vous dites que l'alcool, l'iboga, est une drogue. C'est bon. Alors, ma petite sœur Merveille demande pourquoi est-ce que l'alcool et l'iboga sont des drogues. Une autre question?
Soyez chaud, soyez chaud, soyez chaud. Oh, arrêtez ça. Oh. C'est qui? C'est qui? C'est toi? Bonjour, je m'appelle Ivanko Bissérou Dari, je suis en 3e F. J'aimerais savoir si on peut dénoncer les gens qui vendent de la drogue si on n'a pas de preuves. Alors, elle veut savoir si on peut dénoncer les gens qui vendent des drogues si on n'a pas les preuves. Il n'y a pas d'homme ici, il n'y a pas de garçon ici. Oh, oh, oh. Donc il y a que les filles. Bonjour à vous, je m'appelle Moumou Christian. Je veux savoir comment éviter la violence au milieu scolaire. Elle veut savoir comment éviter la violence en milieu scolaire. Enfin, enfin, enfin. Bonjour, je m'appelle Zolan Ismaël Alain, élève de 3e I. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de centre de désintoxication de drogue au Gabon. Il veut savoir pourquoi il n'y a pas de centre de désintoxication au Gabon en matière de drogue. Il y a ça aux États-Unis, il y a ça dans les autres pays, mais pourquoi au Gabon il n'y a pas? On va prendre deux dernières questions. Bonjour, moi je suis Elongue Salah, le bras de la 3e année. Pour la question que moi, comme ici, de 3e année, pourquoi il n'y a pas de seule désintoxication au Gabon? Au Gabon. Parce que déjà aussi, l'Afrique, c'est pas mal. Non, je ne réponds pas. Je pose une question. Déjà, ceux qui vendent de la drogue. Voilà, déjà, ceux qui vendent de la drogue ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Bon, j'en connais, et je connais leur situation de vie. Donc, c'est souvent à cause de ceux qui vivent chez eux, qui viennent vendre de la drogue. Pas que je défends, parce que c'est pas quelque chose de normal. Mais c'est de les conditions de vie, et puis c'est ce qu'ils trouvent à faire, c'est à cause de ça qu'ils vendent de la drogue. Et aussi, j'aimerais demander à nos grands frères ici, qui sont venus pour nous conseiller, essayer de parler à ceux qui vendent de la drogue, parce que certes, c'est pas une bonne chose, mais ils n'ont que ça à faire pour s'en sortir à l'école. Donc j'aimerais demander à nos grands frères de venir conseiller ceux qui vendent de la drogue. Je m'appelle Yunkai Boka, je suis en 3e B. J'aimerais savoir, comme nous sommes accros à la drogue, comment faire pour arrêter de prendre ça? Comment faire pour arrêter de prendre la drogue au cas où nous serions accros à cela? Bon, j'ai dit deux questions, mais j'ai vu après plusieurs doigts se lever. Oui. Bonjour, moi je me présente Krista et je suis en 3e F. Vous avez dit qu'on doit arrêter de suivre les mauvais amis et autres. Mais moi j'aimerais savoir, dans le cas où nos amis ne sont pas forcément mauvais, mais les parents les jugent mal et nous demandent de s'en séparer. Et pourtant, on sait que parmi nos amis, on a déjà trié des mauvais, mais on nous demande quand même de trier, on ne sait pas comment faire. Et on se dit qu'on pourrait se retrouver seul sans amis. Et des fois, ça peut nous pousser vers des mauvaises compagnies. Donc, j'aimerais savoir comment faire dans ce cas. Comment faire pour trier les amis? Donc, ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. D'accord? C'est bon, il n'y a plus de questions.
j'ai une question pour la drogue. Pourquoi ne devons arrêter de prendre la drogue si, alors que la drogue, ça nous soulage, tout le monde la pourquoi nous devons arrêter de prendre la drogue? La drogue, ça nous rend fort, courageux. Pourquoi nous devons arrêter? C'est la question. Alors, il demande ceci. Pourquoi est-ce qu'on doit arrêter de consommer la drogue? Et pourtant la drogue nous rend courageux, nous rend forts. Mais pourquoi est-ce qu'on doit arrêter? C'est fini. Où ça? Bon. 1, 2. La troisième c'est qui? Ok, il y a plus de troisième. Donc 1, 2. Ok. Oui, ma copine. J'aimerais savoir pourquoi devons-nous laisser les gens qui prennent de la drogue. Parce que normalement, on ne peut pas laisser une personne qui est en difficulté sans tenter d'aider la personne. Et dire qu'on doit se séparer des personnes en question, c'est un peu les laisser dans les bars alors que nous avons l'opportunité d'amener les personnes en question à laisser la chose. Donc pourquoi devons-nous les laisser? Ok, donc ma petite soeur pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on doit abandonner, donc se séparer des personnes qui consomment la drogue, alors qu'on a bien la possibilité de les aider? Mais pourquoi est-ce qu'on doit les laisser? La question qu'elle pose. Bonjour, je m'appelle Nicole Damas. Nous sommes ma question, c'est pour savoir comment éviter la violence scolaire lorsqu'il s'agit des professeurs. Ah ça, elle pose une question pertinente. Elle demande ceci. Comment éviter la violence scolaire lorsqu'il s'agit des professeurs? C'est ça, non? Merci pour vos questions pertinentes. Merci pour la parole. Tout le monde m'entend? Ok. Donc je vais répondre à la première question. La question était pourquoi l'alcool et l'iboga sont considérés comme des drogues, n'est-ce pas? Qui a posé la question? Voilà. Pourquoi l'alcool et l'iboga sont considérés comme des drogues? Ces deux éléments sont considérés comme des drogues pour deux raisons. Donc, première raison, tu vas faire des recherches. Hein. Tu vas noter classification de délai, D-E, note, D-E-L-A-Y et de liqueur, D-E-L-I-K-E-R. Donc, c'est une classification de 1957. Donc, dans laquelle, en fait, on va avoir... bon, c'est une classification des drogues. Et dans cette classification, tu vas retrouver l'iboga et l'alcool dans la classification des drogues. Donc, tu pourras chercher. Deuxièmement, pourquoi on considère l'alcool et l'iboga comme des drogues? Tu étais là au début. Voilà, lorsqu'on a défini la drogue, n'est-ce pas? Donc on a dit que les drogues sont des substances qui peuvent provoquer un état de dépendance physique et psychique. Et on a pris l'exemple de la drogue. La drogue, lorsque quelqu'un, s'il est alcoolique, tu vois, à un moment donné, s'il n'a pas pris de l'alcool, il peut se retrouver avec quoi? Des tremblements. Donc là, on a un déséquilibre physique. Et pour rétablir son équilibre physique, il va devoir en consommer. Donc, il sera maintenant dépendant. Donc, tu vois que sur ce point de cette définition-là, la drogue rentre déjà dans... l'alcool rentre dans la classification, voilà, donc rentre
donc ce qu'on appelle drogue, tu vois. On prend l'exemple de l'iboga. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les drogues agissent sur le mental, n'est-ce pas, sur la pensée. Et l'iboga, c'est une drogue qui est en fait hallucinogène. Donc ça va agir sur, tu vois, un peu sur la pensée, sur le mental, tu vois. Donc en prenant simplement ça, on se rend compte que c'est une drogue. Voilà. Je vous remercie. Tu es satisfait des réponses? Non. Et elle n'est pas satisfaite, docteur. Elle n'est pas satisfaite. Oui, elle n'est pas satisfaite. Je ne crois que donner un autre argument. Le premier argument, c'est que... Pardon? Ah, tu consommes de l'iboga. Voilà. Et tu veux savoir... J'aimerais savoir pourquoi vous dites que c'est une hallucinogène. Moi, quand je consomme, il y a des choses qui me sont révélées, il y a des choses que je ne sais pas, qui ne sont pas les hallucinations. Ok. Mais ce sont des choses qui te sont révélées, non? Mais en fait, en réalité, ce sont des hallucinations. Excusez-moi. Alors, pour bien comprendre, elle cherche à comprendre pourquoi est-ce que l'iboga c'est une drogue. Alors que, pourquoi elle le dit? Parce qu'elle consomme, voilà, et elle a souvent des révélations. Voilà, et ces révélations-là sont souvent vraies. Donc ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des révélations. Donc elle veut comprendre pourquoi est-ce que l'iboga est une drogue, alors qu'elle a des révélations, ces révélations sont vraies. Ok, je comprends mieux ma petite soeur. Dans quel contexte elle consomme l'iboga? Je comprends mieux. À ce que le docteur disait, j'aimerais donner mon témoignage. J'ai la grande soeur de mon papa qui initie les gens. Voilà, elle a un temple, je ne vais pas donner le quartier, mais elle est en prison. Pourquoi, en pleine séance d'initiation, la personne est décédée? Le problème, c'est que, en fait, c'est de la spiritualité. Voilà. Souvent, ces personnes ont des esprits. Voilà, donc. Et quand ces esprits viennent, voilà, j'ai un peu fréquenté ce milieu par mes parents. Quand ces esprits viennent, cet esprit, par exemple, va te dire, moi, j'aime le cognac. Quand je viens, il faut me donner le cognac. N'est-ce pas? C'est spirituel, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi spirituellement que tu consommes ces choses. C'est physiquement. Et c'est un impact sur les reins et le foie. C'est vrai que l'esprit vient en toi, il te dit, cet esprit-là, il vient en toi, il te dit, bon, quand je viens, moi je dois consommer telle quantité d'iboga par exemple, et toi tu en consommes, tu hallucines, mais après l'hallucination, après cet état second, quelque chose que tu ingurgites physiquement, ça a forcément un effet palpable sur ta santé physique. Parce que ce n'est pas aussi spirituellement que tu as consommé ces choses. C'est physiquement que tu as pris l'iboga. C'est une substance, c'est un arbre. Et souvent le dosage n'est pas contrôlé. Et je parle sous le contrôle du médecin. Ces choses-là, des bois, même la médecine traditionnelle qu'on utilise parfois, c'est-à-dire prendre des choses, des potions, ça a des effets sur certains organes comme les reins. Est-ce que tu vois un peu, petite sœur? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne tes hallucinations, que tu dis que parfois, c'est vrai, lorsque tu en consommes, bon, je suis obligé de laisser intervenir mon côté éclairé également, pour dire que ce n'est pas parce que la chose arrive que ça voudrait dire que ça trouve l'approbation. Est-ce que vous voyez un peu? L'approbation de Dieu, par exemple. Est-ce que tu vois?
Voilà, c'est de la divination en fait. Parce que dans le livre d'Ésaïe 8, on en parle. La Bible dit de ne pas aller consulter un mort en faveur des vivants. Logiquement, les vivants ont un problème. Pourquoi je vais aller demander la solution à un mort? Je dois consulter Dieu qui est vivant. La Bible dit qu'il est le Dieu des vivants. Vrai ou faux? C'est parce que les hommes aiment la simplicité. Oh. Parce que tu as pris le bois, tu commences à avoir de la solution. Pour toi, c'est facile. Mais quand on te demande de prier, de patienter, tu trouves cela difficile. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un domaine sensible. Parce que l'homme, Dieu nous demande d'éviter ces choses-là. Parce que lorsqu'on entre, on ne peut pas maîtriser le domaine des esprits complètement. Les esprits peuvent s'amuser avec nous. Et vous êtes d'accord que Satan aussi se transforme en ange de lumière, n'est-ce pas? Et vous savez que lui aussi, parfois, il donne des choses aux gens, n'est-ce pas? Est-ce que parce qu'il a donné, ça voudrait dire que c'est forcément quelque chose de bien? Ou bien Dieu approuve cela? Bon, je veux plus m'appesantir sur sa question. Pourquoi c'est une drogue? C'est parce que, comme je dis, c'est spirituellement que tu vas entendre. Bon, tu le fais pour un domaine spirituel, mais ce n'est pas spirituellement que tu en consommes. Tu les consommes physiquement. Et je peux t'assurer que ça a forcément un impact sur tes rênes, sur ton foie. Et si tu ne fais pas attention, ça peut se révéler plus tard. Est-ce que vous voyez? Alors, je vais ajouter, il y a une conférencière qui a donné la définition de la drogue. Donc, drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales oui, et ou de perturber les communications neuronales. La consommation des drogues par l'homme afin de modifier ses fonctions physiologiques ou psychiques. Ses réactions physiologiques et ses états de conscience n'est pas récente. Bon, le reste, je peux m'abstenir. Alors, regarde. On te dit ici que la drogue, c'est un composé qui vient modifier. En fait, regarde, comme tu consommes de l'iboga, n'est-ce pas? On va parler terre à terre. Déjà, on parle de l'altérer. Ça veut dire que ça touche déjà ton mental, en fait. C'est-à-dire que quand tu agis, tu n'agis plus de manière consciente. Est-ce que tu vois un peu? Tu n'es plus... Attends, là où tu es là, est-ce que tu es capable de recevoir les choses que tu reçois souvent? Non. Voilà, c'est parce que tu consommes cela, ça te rend... En fait, ça trouble ton mental, en fait. Et du coup, tu te mets à voir des choses. En fait, ça te transcende. Tu n'es plus toi-même. Et ça, en fait, ça affecte ton cerveau. Est-ce que tu vois un peu? Et du coup, tu commences à voir des choses de manière normale que tu n'es pas censé voir. Aussi, nous sommes africains. Et on sait comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chants autour, n'est-ce pas? Il y a des actes qui sont posés autour pour t'envoyer ailleurs, n'est-ce pas? Mais voilà, ma petite soeur. Ça veut dire en fait que séance tenante, tu n'agis pas sous ton contrôle. On t'administre une drogue, quelque chose qui vient changer, qui t'altère en fait. Tu n'agis plus de manière consciente. Est-ce que tu vois? Et du coup, quand tu te mets à prendre des choses et tout, tu te dis que oh non, je vois, c'est bon, non, mais c'est pas bon. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si tu as compris. Pourquoi on dit que l'iboga est une drogue? Voilà, merci. Nous bénissons le Seigneur pour ta question parce qu'elle est très édifiante. Parce que de plus en plus au Gabon, la jeunesse gabonaise souvent rentre aujourd'hui dans beaucoup de choses. Rentre dans beaucoup de choses, notamment comme mon petit frère posait la question, pourtant ça rend fort. On recherche, la jeunesse gabonaise recherche beaucoup les efforts, enfin les sensations fortes. On veut être fort, mais sauf qu'en fait ces choses nous détruisent. Notamment comme le docteur le disait, parce que c'est lui qui est docteur, c'est lui qui connaît exactement les effets que ça peut poser en fait au niveau de l'organisme en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous sommes contents, nous bénissons le Seigneur pour ta question et nous croyons par la grâce du Seigneur que tu auras compris vraiment que l'iboga c'est une drogue. Merci. Donc la deuxième question c'est la personne qui voulait savoir si on peut dénoncer, voilà merci. Elle voulait savoir si on peut dénoncer quelqu'un qui vend de la drogue
sans preuve? Je crois que tu as la réponse et je crois que tu sais. Parce que si tu évoques l'élément de la preuve, est-ce que tu comprends? De facto, je dirais non, c'est pas sage, c'est pas prudent. Ne t'y aventure pas à dénoncer quelqu'un qui vend de la drogue sans la preuve. Pourquoi? Parce que la preuve est un élément tangible en droit. Il faut que tu justifies de ce que tu dis en fait. La preuve est là pour justifier ce que tu dis. Est-ce que tu vois un peu? Pourquoi aussi il faut la preuve? Parce que c'est aussi question de la vie d'une personne. Est-ce que tu vois? La personne va peut-être écoper de 5 ans d'emprisonnement à cause de ce qu'il fait. Mais tu vois qu'en fait, si le juge s'aventure à sanctionner quelqu'un, à prononcer une condamnation sans preuve, alors que peut-être plus tard, on vient se rendre compte que c'était faux, tu vois qu'en fait, c'est pas bon. On aura en vain détruit cette personne. Est-ce que tu vois? Donc c'est pourquoi il est important. La preuve est la démonstration de la réalité des faits. Tu prouves ce que tu dis. Tu justifies ce que tu dis. D'ailleurs, lorsque vous faites les devoirs, je ne sais pas, je crois que tu es déjà au second cycle. Voilà, en tout cas, il y a parfois à l'école, même quand vous faites certains devoirs, on vous demande d'apporter des justificatifs, n'est-ce pas? Voilà de ce que tu dis. Et c'est comme ça, parce que c'est la vie de la personne qui en dépend. Mais maintenant, au cas où tu as quelqu'un qui vend de la drogue, comme on le sait bien évidemment, c'est un danger. Toi, enfant, ne t'aventure pas à le dénoncer. Si tu as les preuves, bien sûr. Est-ce que tu vois? Parce qu'il faut aussi se protéger. Il faut se protéger. Merci. L'autre aspect de ne pas s'aventurer à porter plainte à une personne sans preuve, mais c'est parce qu'en fait, tôt ou tard, le juge en fait, on ne va pas juste dire, ok, voilà, c'est un consommateur de drogue sur la base de ce que tu as dit. Il va mener des investigations. Mais s'il arrive qu'il n'y a pas de preuves, est-ce que tu vois? Tu mets également ta vie en danger. Parce qu'il ne va pas te laisser. Il peut te faire quelque chose de compliqué. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pourquoi il est vraiment important que lorsqu'on doit dénoncer quelqu'un, d'apporter la preuve. En droit, il faut toujours la preuve. La preuve, ça peut être les images, même les témoignages. Hein? Les témoignages servent également de preuve aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Mais si tu n'as rien de tout ça là, vraiment ne te lève pas. Est-ce que tu comprends? Mais si tu as des preuves, vois une grande personne et en parle-y. En parle-en à la grande personne en fait, et que la grande personne mène les procédures en question et ça te couvre également. Est-ce que tu vois? Merci. Et puis on peut dénoncer de manière anonyme. Hein? C'est encore mieux pour vous. Est-ce que vous avez compris? Parce que les retours de ça, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous rapprocher d'un adulte de manière anonyme. Vous lui dites que voilà ce que j'ai constaté et les activités illicites autour de mon environnement. Est-ce que c'est compris? N'allez pas vous exposer parce que souvent ces personnes sont rancunières. Bon, la troisième question, comment éviter la violence en milieu scolaire? La violence en milieu scolaire causée par la prise des stupéfiants, comme on a dit, lorsqu'on consomme des stupéfiants, on peut être dans un état second. Donc, éviter la consommation des stupéfiants, éviter également les mauvaises compagnies. Je sais qu'il y a une question sur les mauvaises compagnies, on va revenir là-dessus plus tard. Éviter les mauvaises compagnies, parce qu'il y a ce qu'on appelle le mimétisme. Le mimétisme, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux te retrouver à reproduire la même chose, parce que tu as vu quelqu'un autour de toi faire la même chose. Une jeune fille peut se retrouver à mal répondre, par exemple, à son époux demain, parce qu'elle voyait maman mal répondre à papa, par exemple. Ou un jeune garçon peut se retrouver à violenter son épouse demain, parce qu'il a vu papa violenter maman. Le mimétisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, évitez ces choses. Voilà. Merci pour la parole. Donc, je vais répondre à la quatrième question. La quatrième question, donc il était question de savoir pourquoi au Gabon, nous n'avons pas des centres de désintoxication. Donc, pour ceux-là qui prennent des drogues. Qui a posé la question? La personne peut lever la main. Voilà. Donc, je dirais, bon, pour cette question, je dirais qu'il y a deux raisons. Donc, premièrement, c'est question de politique. Premièrement, c'est une question d'ordre politique.
Et deuxièmement, c'est question de compétences, vous voyez. Donc même si on met un centre de désintoxication ici au Gabon, mais s'il n'y a pas de compétences pour assurer donc, cette désintoxication, donc pour gérer ce centre, vous voyez que ça ne sert à rien. Donc il y a deux raisons. Premièrement, une question d'ordre politique. Donc il faudrait d'abord que l'État puisse mettre cela dans sa politique. Et deuxièmement, question de compétences. Est-ce qu'il y en a des compétences? Voilà. Donc ce sont des questions, voilà, ce sont des choses qui sont comme ça. Donc ce sont deux éléments donc, pour lesquels il n'y a pas de centre de désintoxication ici au Gabon. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et aussi... Mais avec tous les rapports qu'on a avec l'étranger, le Japon, la France, tout ça, les États-Unis, pourquoi ne pas envoyer des éléments là-bas et revenir bien formés pour approfondir des centres ici, hein? Bon, je vais reprendre. En fait, à ce niveau, je ne peux pas aller plus loin. Tu vois un peu. Ça, c'est question. En fait, ce sont des questions d'ordre politique. Ceux qui sont peut-être en fait en avant dans le domaine de la santé, c'est à eux en fait de gérer en fait ces choses. Un peu. Donc, ce sont simplement des questions d'ordre politique. Et il y a des personnes bien spécifiques pour gérer ce genre de choses. Nous, à notre niveau, on ne peut rien en fait. Nous, on peut simplement proposer certaines choses et puis voilà, c'est à ceux qui le droit, voilà, de mettre des choses en place. Ou un peu. C'est pour cela qu'il faut vous m'inviter, parce que vous voyez que le Gabon, nous ne sommes pas assez outillés, n'est-ce pas? En Occident, ils ont des centres de désintoxication, mais nous, vous n'en avez pas. Tu consommes de la drogue, conséquence, foie détruit. Donc, aussi, c'est pour ça que je vois des futurs médecins ici, n'est-ce pas? Il a parlé du manque de compétences. Donc, beaucoup de même peuvent se spécialiser dans ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, moi, je vais étudier, je vais faire des études sur la prise en charge des toxicomanes, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a des futurs médecins dans ce cadre ici? Voilà, applaudissez pour vous-même. Parce qu'il y a un manque de compétences. Donc, demain, tu sais qu'il n'y a pas de centre de désintoxication, va te faire former dans ce centre, et puis, tu introduis le projet au gouvernement, parce que ce sont eux qui doivent construire ces centres, n'est-ce pas? Moi, je suis enseignant. J'aimerais qu'il y ait des établissements dans tous les quartiers de Libreville. Malheureusement, je ne peux pas en conduire. Je dis à l'État, et l'État construit. Si l'État ne construit pas, eh bien, je ne peux que faire qu'avec ce que j'ai, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Les médecins, nous savons qu'il y a un problème. Il n'y a pas de centre de désintoxication. Nous le disons à l'État, mais si l'État n'en construit pas, et aussi, comme on disait, faites-vous aussi former dans ce sens. Quand on verra que la main-d'œuvre est là, naturellement, on va créer l'espace pour cette main-d'œuvre. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, en ce qui concerne la prochaine question, ceux qui vendent les drogues alors qu'ils n'ont pas de choix, il y en a qui vivent dans des conditions vraiment misérables. Pourquoi dire que ce n'est pas bien? C'était ça, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Voilà. Dans la vie, nous avons toujours ce qu'on appelle le choix. Est-ce que vous comprenez? Vous avez eu le choix d'être là ou de ne pas être là. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas prendre quelque chose qui détruit la jeunesse. Parce que les drogues détruisent la jeunesse. Vous ne voyez peut-être pas encore les effets actuellement, mais il y a également les effets sur la nation. C'est-à-dire demain, vous êtes censé être les futurs médecins dont on parle de demain. Maintenant, si tu deviens alcoolique, tu deviens drogué, tu ne pourras plus être ce médecin. Si tu deviens drogué, alcoolique, tu ne pourras plus être cet enseignant de demain. Tu ne pourras plus être cette brillante avocate. Est-ce que vous voyez? Donc ça détruit. On ne peut pas donner de l'approbation à quelque chose qui soit nuisible. Et dire que nous allons... Non, non. Aimerais-tu entendre que maman, par exemple, c'est une tueuse à gages. Elle est tueuse à gages, c'est parce qu'elle doit prendre soin de nous. Les drogues font les mêmes choses. Les drogues tuent. Vous n'avez jamais vu des jeunes mourir parce qu'ils ont consommé des cobolos? Mais c'est pourquoi? Parce que justement, il y a ces personnes-là que tu dis, elles sont bien. Non, nous avons le choix. Il y a plusieurs activités. Soyons simplement intelligents, soyons innovants. Nous pouvons faire, aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Vous avez 2 mains, 2 bras, tu as un cerveau, non?
pour ne pas te faire attraper par la police. Lorsque tu vends des drogues, utilise également ce cerveau pour faire une activité légale. Est-ce que c'est compris? Gloire à Dieu. Suivez les amis, suivez. On est d'accord. Nous continuons dans les réponses, donc nous allons répondre succinctement. Donc la 6e question, il était question de savoir comment arrêter les drogues si nous sommes accros. Comment arrêter les drogues si nous sommes accros? Donc premièrement, il faut d'abord une prise de conscience. Il faut faire une prise de conscience. Vous voyez un peu. Deuxièmement, il faudrait évaluer le risque. Vous voyez. Donc tu prends d'abord conscience de la chose, tu évalues le risque, tu vois est-ce que la drogue t'apporte quelque chose de bon. Donc une fois que tu as fait cela pourrait t'emmener donc à prendre une décision. Donc il faudrait maintenant prendre une décision. Vous voyez un peu, donc après avoir tout évalué. Maintenant le problème c'est qu'il y a beaucoup qui essaient de prendre des décisions, mais ça ne marche jamais. Et je vous dis une seule chose, la solution pour arrêter cette drogue, la solution efficace, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la solution efficace. Tu ne peux pas arrêter ça sans lui. Ce sera très difficile. Tu vas toujours retomber. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Voilà. Alors, il y a une question qui disait si mes parents voient en mal mes amis. Il y avait une question dans ce sens. Est-ce que nous devons arrêter? D'abord, il faut comprendre le rôle des parents. Les parents sont nos responsables. Vous voyez, on est sous leur tutelle. En quelque sorte, ce sont eux, comme on disait, sont eux qui sont censés répondre des actes, des choses que nous faisons. Et vous savez, vous pouvez vous retrouver quelque part, même parfois en prison, parce que vous vous êtes retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et avec les mauvaises personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les parents, en principe, un enfant, tu dois obéissance à tes parents, même parfois quand tu ne comprends pas. Parfois quand ton parent te dit cet ami-là n'est pas bien, certainement qu'il a pu, il a discerné, il a vu quelque chose en lui, la manière de faire, même rien que par le langage de ton ami, on peut dire que non, cet ami ne correspond pas, ne cadre pas à l'éducation que nous donnons à notre enfant. Est-ce que tu vois un peu? Et aussi, par tes amis également, les parents peuvent déjà discerner que ton comportement a changé. Est-ce que vous voyez un peu? Et par ce fait, ils peuvent dire qu'ils peuvent voir tes fréquentations et dire que notre enfant ne l'a pas éduqué comme ça. Et ils peuvent peut-être se rendre compte que parce que tu marches depuis quelque temps avec cet ami, voilà, ça a touché, ça a porté atteinte à ton caractère, à ton comportement. Donc, parce que nos parents sont nos responsables, nos tuteurs légaux, nous leur devons obéissance. Quand on est encore mineur, ce sont eux qui répondent des actes que nous posons. Donc par conséquent, il est vraiment avantageux et sage d'écouter. Même si c'est ton ami qui t'apporte quoi, si ton parent te dit arrête, il vaut mieux d'arrêter. Merci. Nous n'allons jamais vous encourager à désobéir à vos parents. Vous savez que le premier commandement qui donne une espérance ici et au ciel nous dit « Enfants, obéissez à vos parents ». N'est-ce pas? Il peut arriver qu'ils se trompent par exemple, mais nous n'allons jamais vous encourager à les affronter. Il y a des attitudes. L'obéissance ouvre des bonnes portes. Et puis par l'obéissance, le Seigneur pourra te justifier également. Est-ce que vous comprenez? Moi, il fut un temps, par exemple, mes parents m'interdisaient d'aller à l'église, comme on dit, en assemblée en gris. Ils m'interdisaient d'y aller
parce que j'avais fait un surménage, voilà, donc ils ont estimé que tu étudies la Bible, tu étudies à l'école, et bien tu choisis. On ne veut plus te voir lire la Bible, ils ont ma Bible, pourtant, lire la Bible, c'est bien, n'est-ce pas? Voilà. Mais je ne les ai pas affrontés. J'ai obéi simplement. Je suis resté à la maison. J'ai prié. Par mon obéissance, ils ont compris que, au fait, lorsqu'il allait là-bas, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Et le Seigneur lui-même, il m'a justifié. Donc vous aussi, si vous êtes dans ce genre de situation avec des parents, parce que papa te demande de ne pas fréquenter tel ami, il ne faut pas affronter papa. Est-ce que vous avez compris? Donc nous allons passer rapidement à la question 8. Pourquoi doit-on arrêter la consommation des drogues? Pourtant ça nous rend forts. Celui qui a posé la question peut lever la main. Voilà, donc tu vas me dire succinctement quelles sont les drogues que tu consommes rapidement. Cite-moi les drogues que tu consommes. Non mais c'est pas pour t'exposer. Cite-moi les drogues que tu consommes. C'est seulement pour répondre à ta question. Hein? Je ne consomme pas la drogue. Tu ne consommes pas la drogue. Mais tu as des amis qui consomment. Ton nom. Ok. Mais tu n'as pas des amis qui consomment. Bon, ok. Donc, cite-moi rapidement les drogues que tu as vu être consommées. Le cannabis. Ok, d'accord. Le cannabis, très intéressant. Oui. Voilà. Et tu n'as jamais goûté un peu? Non, en fait, on est beaucoup moins. N'aie pas peur. Hein? Ah, tu as goûté? Je vais te dire quelque chose sur le cannabis, hein, succinctement. Le cannabis, lorsque tu consommes le cannabis, à long terme, tu vas développer ce qu'on appelle des troubles mentaux. On va te retrouver, où tu sais là, on va te retrouver après. À Mélène, non? N'est-ce pas? Ok. Maintenant là, est-ce que le cannabis t'aurait rendu fort? Hein? En fait, le problème c'est que cette drogue-là, souvent, ça produit un effet, souvent de bien-être, mais qui est passager. Par exemple, quand quelqu'un prend du tabac, tu vois, le tabac contient de la nicotine qui va faire en sorte qu'il va ressentir cette sensation de bien-être, comme du genre un plaisir, voilà. Mais dans le fond, ça détruit, ça ne te rend pas fort. Pourquoi? Bon, je vais aller rapidement. En prenant l'exemple du cannabis, tu vas développer des troubles mentaux. Hein? Ces troubles mentaux-là, tu auras peut-être, voilà, tu auras des troubles mentaux. On prend par exemple, un exemple du tabac, qui est une drogue. Tu vas te retrouver avec un cancer du poumon. Dis-moi, est-ce qu'en ayant le cancer du poumon, tu es fort? Le cancer du poumon fait quoi? Ça détruit, non? Quand quelqu'un a le cancer, il est comment? Il est affaibli. Bon, maintenant, quel est ce mensonge que le diable vient mettre dans les oreilles des gens en disant que la drogue nous rend fort? Mais en réalité, c'est une force d'apparence. Mais en réalité, ça te rend faible. L'alcool, par exemple, tu vas te mettre dans un état d'ivresse. Tu vas halluciner, tu vas vomir dans les caniveaux, tu vas tomber dans les caniveaux, tu vas te casser un membre et te voici à l'hôpital. Tu es fort. Ah, voilà. Donc, pour dire que les drogues ont un impact très négatif sur la santé. En parlant du cannabis, il faut savoir que si ton nom continue, tu risques de se retrouver à Mélène. Hein? Voilà. Et si toi aussi tu rentres dedans, tu risques de te retrouver à Mélène. Tu vois? Donc voilà. Donc voilà pourquoi ce n'est pas bien de consommer les drogues. Ça détruit la santé de l'homme, ça détruit l'homme sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan spirituel aussi. Ce sont les démons qui rentrent en toi. Hein? Voilà. J'ai répondu à ta question, je crois. Merci. Pourquoi laisser les gens qui prennent de la drogue alors qu'on peut les aider? Je me souviens lorsque je faisais auto-école, on nous disait s'il y a un accident, on doit appliquer ce qu'on appelle le PASS. Bon après, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais on parlait de se protéger d'abord soi-même. C'est-à-dire, s'il y a eu un accident, je ne vais pas me placer sur la route de manière à ce qu'il y ait un autre accident et que ce soit moi la victime. En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? C'est de
alerter, si possible, à des personnes compétentes. Est-ce que vous comprenez? À l'école, vous avez par exemple le service de psychologie. À la maison, vous avez vos parents. Est-ce que vous voyez? Qui peuvent s'en occuper. Donc, si toi tu y vas, alors que tu es jeune, tu as un esprit faible, tu t'en vas pour vouloir sauver quelqu'un qui prend de l'alcool en la fréquentant. Souvenez-vous, on a parlé du mimétisme, n'est-ce pas? Tu pourrais être tenté. Lui va te dire, bon, on va arrêter, mais essaye d'abord quand même ceci. Quand tu vas essayer, ce que tu vas voir là-bas, ça pourrait te tenter et tu vas devenir accro. La meilleure solution, c'est de ne jamais commencer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut d'abord se protéger soi-même. Oui, ils sont là les drogués, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi nous organisons par exemple cette conférence. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu es jeune. Si tu peux conseiller en passant, mais évite de trop fréquenter cette personne parce que tu peux te retrouver à essayer. Donc, lorsqu'on va sauver, on se protège d'abord soi-même. Et vous êtes jeune, vous savez dire la jeunesse. Parfois, lorsqu'on parle de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle le manque d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cause du manque d'expérience, tu peux te retrouver dans ce pourquoi tu voulais aller sensibiliser ton ami. Est-ce que c'est clair? Ça va? Dernière question. D'accord, j'aimerais ajouter en disant que vous savez, on n'est pas un pur produit sorti de l'ordinaire. Les choses que nous faisons, c'est parce que nous avons pris ça de quelqu'un. Vous voyez? Ce n'est pas pour exposer notre ami, mais vous avez entendu que son oncle prend du cannabis, c'est ça? Et donc lui aussi, il a été tenté d'en prendre. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, je bénis le Seigneur parce que tu n'as pas continué et j'espère que tu ne vas plus retenter. Voilà, merci. Donc, il y a une dernière question qui disait comment éviter la violence avec ses professeurs. Voilà. Lorsqu'il s'agit des professeurs. Déjà, nous savons qu'en milieu scolaire, oui, évidemment, les élèves sont victimes et peuvent être victimes des violences avec les professeurs. D'abord, la violence, ça peut être des insultes, ça peut être de l'harcèlement sexuel et tout. On sait que vous vivez toutes ces choses. Est-ce que vous voyez un peu? Mais maintenant, en tant que jeune, il faut dire que vous êtes sous une responsabilité lorsque vous êtes ici. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsqu'on parlait bien évidemment de la responsabilité du fait d'autrui, l'article 1384 du Code civil ancien, bien évidemment, lorsque vous êtes ici, l'administration est responsable de vous. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des choses que vous vivez, étant donné que vous êtes sous la responsabilité de l'administration. Si un enseignant vous insulte, ou vous parle mal, ou parfois use d'un langage inapproprié, notamment par des choses, comme on le sait, sexuellement, des harcèlements sexuels et tout, vous pouvez simplement vous rapprocher de l'administration. Et j'aimerais dire, n'ayez pas peur de vous rapprocher de l'administration, parce qu'ils sont là pour ça. Vous avez des psychologues, il y a des sociologues, vous avez en fait, l'administration n'est pas là en vain en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont là pour vous protéger. Est-ce que vous voyez? De ces abus-là. Mais maintenant, si un jeune, tu t'es rapproché de l'administration et que l'administration n'a pas pu faire, je pense que dans chaque établissement, il y a un conseil des parents d'élèves, n'est-ce pas? Vous vous rapprochez des parents, vous en parlez aux parents, vous dénoncez l'enseignant auprès des parents et les parents viennent parler en conseil des parents d'élèves en fait, de ce qui se passe, de ce que l'enfant vit. J'aimerais vraiment encourager, que ce soit les garçons ou les filles, si tu vis cette situation, ne te tais pas. Mais, pardon s'il vous plaît, c'est pas parce que tu vis cette situation qu'il faut mal répondre à l'enseignant. Parce qu'il y a des procédures. Tu peux aller à l'administration, tu peux dénoncer l'enseignant. Si tu vois qu'en fait, il ne s'agit pas d'aller faire une confrontation avec l'enseignant, non. Tu te rapproches auprès des psychologues, tu dis ce que tu vis et tu donnes le nom de l'enseignant et les psychologues vont s'en charger.
Maintenant, si tu vois qu'après un temps, ça ne change toujours pas, rien n'a changé, va voir tes parents à la maison. C'est aussi une manière de se protéger soi-même, pour éviter qu'en fait, l'enseignant ne sache que c'est toi qui est parti le dénoncer et qui ne se met à faire autre chose en fait. Il y a des manières de faire. Mais souvent, le problème qui se pose, c'est que vous vivez ces choses en milieu scolaire, des enseignants et tout. Un enseignant qui insulte un élève, qui te traite de bête, qui traite tout ça là, qui dit ce genre de paroles à un enfant, c'est pas tout à fait, c'est pas normal. Mais vous vous encaissez. Et ce que vous faites, vous renvoyez cela. C'est-à-dire tu vas te mettre à manquer de respect à l'enseignant, c'est pas propre. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas propre de manquer de respect à un enseignant. Oui, c'est vrai que ce qu'il fait, lui, n'est pas bien. Mais il y a des manières de faire. Est-ce que vous voyez un peu? Merci. Alors, j'espère que vous avez été satisfaits et satisfaites. Vous êtes là? Non, répondez-moi bien. Vous êtes là? D'accord. Il y a ma petite soeur qui voulait intervenir, mais compte tenu du temps, je ne pourrais plus te permettre. Excuse-moi. Pour des questions un peu plus personnelles, vous pourrez vous rapprocher des conférenciers et échanger avec eux. Voilà. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme parce que nous devons terminer à 13h pile. Alors, on va accueillir un monsieur qui va venir nous partager quelque chose.